Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19-20. Dans l'actualité des Pays de la Loire, de l'émotion et toujours beaucoup de monde pour la cérémonie du souvenir. 8 ans après la tempête Xynthia, la Faute-sur-Mer n'oublie pas les 29 personnes qui ont perdu la vie. Il manque de bras. Le secteur agricole, et pas seulement en CDD, travaille aux 35 heures sur une ou sur plusieurs exploitations. Les employeurs innovent pour trouver leur main-d'œuvre en territoire rural. Une forteresse au pied des Alpes Mancelles, du haut de son éperon rocheux, Fresnay-sur-Sarthe a tenu en respect Guillaume le Conquérant, puis les Anglais de la guerre de 100 ans. La cité médiévale nous livre ses secrets à la fin de ce journal. C'était donc il y a 8 ans. Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia, 29 personnes mouraient noyées dans leur maison en Vendée, où un quartier entier de la Faute-sur-Mer était submergé en pleine nuit après que les digues aient cédé. Depuis, il y a eu le procès, celui des responsables, les travaux pour éviter que le drame ne se reproduise, et puis les expropriations dans les zones menacées, des expropriations que certains continuent aujourd'hui de refuser. 8 ans après, l'émotion est toujours très présente quand il s'agit d'évoquer le souvenir. Ce matin, la Faute-sur-Mer rendait hommage à ses victimes et oubliait un temps le feuilleton judiciaire. Alam Nousser et François Bobet. Ils ont marché sur la digue du Lay, fleurs à la main et dans le silence, le long des maisons qui 8 ans plus tôt avaient été piégées par l'océan. Mesdames et messieurs, nous allons procéder au dépôt de gerbes en l'hommage des victimes de la tempête Xynthia. Familles de victimes, habitants, élus et officiels ont assisté à cette commémoration sobre, sans prise de parole. Seul le préfet de Vendée a prononcé le nom des 29 victimes. Monsieur Santo Benezra, Madame Paulette Benezra. Après une minute de silence, le recueillement. Cette habitante est venue par solidarité, 3 roses blanches pour les 3 enfants décédés. Raphaël, Ismaël et Camille. Tous sont venus pour une seule et même chose, se souvenir. On est en communion, on est une grande famille, une famille qui s'est créée malheureusement suite à cette catastrophe. On ne se connaissait pas, mais le lien s'est établi de par le vécu, de par nos victimes. Et se retrouver ensemble, c'est honorer nos défunts. Après la tempête Xynthia, cette cérémonie est aussi un moment de répit, car la bataille judiciaire suit son cours. La justice a condamné une personne à 2 ans de prison avec sursis, qui est l'ancien maire, et il n'y a pas de victimes. Les victimes ne sont toujours pas reconnues par l'État, en l'occurrence. Et le fait d'être indemnisé, ce n'est pas le montant des indemnisations qui est important. Au final, c'est plutôt le côté reconnaissance. Ces gerbes de fleurs déposées témoignent que la Faute-sur-Mer, 8 ans après, n'a pas encore fait le deuil de ses victimes. Nous l'évoquions ce matin, un avis de recherche pour une femme à Guérande. La disparue a finalement été retrouvée près d'Auxerre où elle est des attaches. La quinquagénaire se trouve dans un état dépressif. Au Mans, 9 enfants blessés pendant un concours de karting. La piste était mouillée. Une douzaine de véhicules se sont télescopés. Le tournoi opposait 170 pilotes, des minimes et des cadets. Leurs blessures sont heureusement sans gravité. Il s'achève ce soir à Paris, le salon de l'agriculture, et s'il a beaucoup été question des crises, le secteur est aussi un gros gisement d'emplois qui ne s'arrête pas aux saisonniers. L'année dernière, les Pays de la Loire ont publié dans le domaine 1200 offres, dont 20% n'ont pas trouvé preneur. Le reportage de Christophe François et Olivier Quentin. Une journée à la ferme, voilà le programme concocté par la Chambre d'agriculture pour ces professionnels de la recherche d'emploi ou de l'insertion. Le but, se rendre compte de la réalité agricole. Donc bienvenue à l'ERL Pinel, voilà. C'est moi l'unique gérant de l'exploitation.
Donc je travaille avec 2 salariés plein temps et 1 salarié à mi-temps. Et la réalité agricole est là, on recherche des salariés formés et compétents. On a des grosses difficultés de recrutement de salariés agricoles dans différentes productions, que ce soit les élevages laitiers comme ici, que ce soit aussi la viticulture, le maraîchage, notamment donc sur la Loire-Atlantique, et l'arboriculture aussi quand on va plus vers le Maine-et-Loire. Voilà. Guidés par Bruno, les prospectrices d'emploi découvrent l'exploitation et la politique maison vis-à-vis des salariés, notamment si on veut les garder. Un de mes principes, quand ils arrivent sur la ferme, c'est commencer par les faire faire ce qu'ils savent faire. Et renforcer, mon principe c'est renforcer leurs points forts, et puis après les points faibles, ça suivra. Un cadre de travail, un emploi du temps organisé, une cuisine, une douche. Ici, le salarié agricole compétent trouve son compte. Le salarié, c'est pas une source de coût, c'est une source de richesse. Et j'ai toujours fonctionné avec des salariés et je préfère investir sur la main-d'œuvre que sur le matériel en fait. Que de robotiser ou de surmécaniser, je préfère avoir des salariés. Ça me permet d'être plus efficace dans mon travail. La main-d'œuvre qualifiée se fait rare, les agriculteurs le savent. Pourtant, réunis par exemple au sein des CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, il leur arrive de partager bien plus que des machines. Chaque adhérent met la main à la poche et à plusieurs, ils parviennent à créer un emploi. Ce jeune salarié qui travaille ici à la maintenance conduira les engins à la belle saison. Avec le même raisonnement et pour intégrer le passage aux 35 heures, plusieurs coopératives se sont unies pour créer la CUMA du temps partagé et à la clé, 2 emplois qu'il a fallu occuper toute l'année. On s'est diversifié, donc on a les salariés sont polyvalents, donc ils font de la maintenance de matériel, l'entretien et il y a maintenant 12 ans, on a créé une activité presse à huile à la CUMA et du coup, aujourd'hui, elle est gérée intégralement par un salarié. Formé au métier de l'élevage, ce salarié agricole n'a pas voulu s'installer à son compte, mais travaille pour plusieurs exploitations. C'est son choix. C'est assez varié, quoi. Puis on peut monter petit à petit, quoi. Après, il y a un moment, au bout de peut-être d'une vingtaine d'années, tu stagnes, quoi. Mais bon, je ne suis pas encore rendu là. Donc bon. Et tu habites le coin, c'est vraiment aussi un métier de proximité ? Ah bah oui, moi j'habite à 2 km d'ici. L'agriculture connaît certes des difficultés, mais pas dans tous les secteurs. La preuve, elle cherche à embaucher des CDD, mais aussi des CDI. Reste à faire entendre ce message. À Saumur, il obtient son permis de conduire et il le perd à peine 4 heures après. Samedi, en fin de journée, un jeune homme de 25 ans a été contrôlé positif à la cocaïne et à l'héroïne, ce qui a eu pour effet le retrait immédiat de la fameuse carte rose. C'est un fléau qui touche plus de 100 000 foyers sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Cette semaine, notre rubrique Vue de l'Ouest se penche sur la question du mal logement qui touche presque indifféremment propriétaires et locataires. Dossier signé Sandrine Gadet, Thierry Poirier, Stéphane Izade et Philippe Bauger pour la Bretagne. Le mal logement, une réalité pour de nombreux habitants de l'Ouest. En Bretagne, comme en Pays de la Loire, des associations luttent au quotidien pour aider les locataires et les propriétaires les plus fragiles, les plus précaires, à retrouver des conditions de vie décentes. Alors il y a un gros problème d'humidité, puisque le plafond et tout le papier sont noircis, et la VMC me semble ne pas fonctionner du tout. Et en plus de là, l'eau est coupée. L'eau est coupée dans la salle de bain et les toilettes. Donc madame doit aller dans un logement à l'accès supérieur pour pouvoir prendre ses douches et utiliser les toilettes. Dans les logements qu'elle visite, Gaëtane Marot recense tout ce qui peut porter atteinte à la dignité des occupants. Humidité, insalubrité, installation électrique vétuste, chauffage défaillant quand ils ne sont pas inexistants. Elle travaille pour la Confédération sociale des familles du Morbihan. Dans le cadre du programme SOS Taudis, ces états des lieux sont prépondérants pour mettre en évidence l'indignité d'un logement.
déjà depuis le 13 février 2010, tu demandais des travaux. Absolument. Donc ça, on est quand même en 2018, 8 ans que tu subis cette situation. Tout à fait, oui. Absolument. Mon rôle est d'aider les locataires à obtenir des travaux lorsque le logement est non décent. Et s'il n'y a pas moyen de s'arranger à l'amiable avec le bailleur, on peut les accompagner jusqu'au tribunal pour obtenir des dommages et intérêts. Le mal logement ne touche pas seulement les locataires. En Loire-Atlantique, 45% des ménages qui habitent un logement indigne en sont propriétaires. Vincent Bricot travaille pour Solia, une association qui supervise notamment la réhabilitation de logements privés indécents et invivables. Il y a un gros travail qui est fait notamment sur les financements, l'accompagnement financier pour mobiliser et obtenir les subventions pour le financement des travaux. Et puis à côté de ça, notre organisme réalise aussi la coordination au niveau des entreprises, donc au niveau du chantier, donc en réalisant ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Donc ça veut dire on fait des plans, on demande les devis aux entreprises qu'on met en concurrence et on suit les travaux. Ce qui compte pour nous aussi, c'est que comme les personnes ont des revenus modestes, c'est qu'elles aient des charges de logement très faibles derrière. Donc c'est pour ça que les logements sont très bien isolés pour qu'elles puissent se chauffer facilement et à moindre coût. Vu d'ici, la maison d'Yvonne ne paye pas de mine. Mais tout l'intérieur a été rénové, repensé pour son confort. Fini le sol en ciment, les toilettes en extérieur, les murs rongés d'humidité, tout ce qui laminait. J'étais dépassée par les événements, alors je coulais à pic. Je ne pouvais pas rester là, je n'aurais pas pu. Grâce aux travaux engagés par Vincent et son équipe, grâce aussi à l'accompagnement social dont elle a bénéficié, le quotidien d'Yvonne a radicalement changé. Et l'époque où elle payait 2 000 € par an pour chauffer sa masure est désormais révolue. Je suis heureuse de vivre maintenant. Parce qu'avant, je n'avais pas le moral. Avant, c'était l'enfer. Et maintenant, c'est le paradis. Ah oui, je peux dire ça comme ça. Le sport à présent est du tennis de table. Elle s'appelle Yuan Jia Nan. Elle vit dans le Choletais et elle est redevenue championne de France cet après-midi. Avec son mari pour entraîneur sur cette compétition, Yuan Jia Nan, ici en maillot vert, a décroché son 4e titre national en simple. Victoire 4-7-3 face à Carole Grundisch. C'est le 4e titre en 7 ans pour Yuan Jian Nan. Et lors de ces championnats de France, signalons également le titre obtenu en double par la Nantaise Océane Guinel, qui était associée à une joueuse normande. La Nantaise qui a un bel avenir devant elle puisqu'elle n'a que 19 ans. Du foot à présent, et c'est une victoire qui donne de l'air au SCO d'Angers en difficulté dans le classement de Ligue 1. C'est Guingamp qui a fait les frais de cette envie de remonter hier soir. Le score 3-0. David Jouya et Antoine Repère nous résument le match. Il y a de la joie, Stade Raymond Kopa ce samedi soir, pour célébrer une première. C'est la première fois qu'Angers remporte 2 victoires consécutives cette saison. Après son succès à Lille il y a 8 jours, le SCO maillot noir et blanc a battu Guingamp. À peine le temps de s'asseoir dans les tribunes, 40 secondes ont suffi à Flavien Tête pour ouvrir le score. À 1,75 m son point culminant, mais dans les airs, cette affaire de timing. Il suffit pas d'être grand pour pouvoir prendre les ballons de la tête. La preuve, je passe juste devant lui et j'arrive à la croiser, quoi. Ce départ tonitruant sera suivi de quelques occasions franches, manquées côté angevin. Puis, dominateur, surtout en deuxième période, les Guingampais n'ont pas pu convertir en but leur maîtrise technique de la partie. En fin de rencontre, le but de Karl Toko Ekambi, son 14e cette saison, a délivré des angevins crispés et crispants. Il faut avoir ce petit brin de réussite à un moment, on l'a eu, mais tirer 15 fois au but ce soir, c'est encore pas anodin, donc 6 cadrés, 3 buts, je trouve que c'est un bon pourcentage. Le 3e but angevin dans les arrêts de jeu donnera au score final 3-0, l'impression un peu fausse que Guingamp était corrigé. Et tout le mérite revient à cette équipe d'Angers qui joue en ce moment donc, pour leur survie, et ça s'est vu, la différence, ça se fait là. Joie donc, sans euphorie. 2 déplacements difficiles attendent le SCO à Bordeaux puis à Paris. Ce ne sera pas la même musique. Angers qui joue sa survie, cela nous amène au classement provisoire pour cette 28e journée de Ligue 1. Angers est 14e, Nantes 7e, Nantes qui affronte ce soir le 3e du classement, l'Olympique de Marseille sur ses terres. Le coup d'envoi, c'est à 21 h. Des idées de balade dans la région
et dans les alentours. C'est la rubrique Plein Ouest et ce soir, nous allons entre l'Orne et la Mayenne, au pied des Alpes-Mancelles, là où la forteresse de Fresnay-sur-Sarthe déploie son charme désuet depuis le Xe siècle. C'est une visite signée Lydie Marlin et Benjamin Bronte. Sous son fin manteau blanc, la belle Fresnay semble un peu endormie. Mais une de ses habitantes est bien décidée à réveiller son histoire. On a ici la partie la plus ancienne de la ville. Ce mur date vraisemblablement des 10e, 11e siècles. Odile Lecomte ne cesse d'arpenter sa ville natale. Elle nous emmène dans les ruines du château, là où tout a commencé. En principe, c'est une petite forteresse militaire, donc c'est réservé justement à des troupes qui sont ici en stationnement, avec un capitaine, enfin en tout cas quelqu'un qui les dirige, et puis quelques soldats en temps de paix. En temps de guerre, il peut y avoir carrément une armée. Dominant la Sarthe depuis son éperon rocheux, la cité est un point stratégique pour les comtes du Maine face aux envahisseurs normands. Des combats acharnés s'y succèdent au XIe siècle, assiégés par Guillaume le Conquérant, mais c'est surtout pendant la guerre de 100 ans que la forteresse joue un rôle déterminant. Ce qui est certain, c'est que Fresnay a été pris très vite par les Anglais, défendu vaillamment par Ambroise de Lorey, le grand héros. Et puis malheureusement, il a perdu la ville en 1420 et les troupes anglaises s'installent ici. C'est-à-dire que pendant 30 ans, Fresnay a vécu avec une garnison anglaise assez importante. Les indices de la vie quotidienne à l'époque médiévale se nichent dans le centre-ville, avec ses maisons à pans de bois, ou encore ces ruelles étroites qui passionnent Odile, avide de transmettre son savoir à de jeunes guides qui font visiter la ville l'été. C'est une des rares rues qui témoigne vraiment de l'habitat médiéval, c'est-à-dire étroit, qui sinue entre les maisons, avec un caniveau au centre dans lequel on jetait tout, il n'y avait pas d'égout. Et puis surtout là, dans une ville qui a été entourée de murailles, le mètre carré était cher et donc on construisait vraiment les uns sur les autres. Bonjour, bienvenue au musée de la coiffe. Dans une autre ruelle, un bond dans le temps, 4 siècles plus tard. Ici sont exposées plus d'une centaine de coiffes récupérées dans les greniers de Sartois qui en ont fait don au musée. Ce sont les différentes époques, puisqu'ici on a les bonnettes qui étaient portées dans les années 1800. Après les bismoivites, beaucoup plus petites, c'est pour ça qu'elles s'appellent bismoivites, puisque là le visage était caché. Donc les bismoivites et ensuite les galettes. Alors les galettes, elles sont beaucoup plus larges, donc les dames pouvaient garder leurs cheveux avec des chignons sous les coiffes. À l'aide de techniques anciennes, ces lingères bénévoles redonnent aux vieilles coiffes une seconde vie. Fermé en hiver, le musée ouvre ses portes à partir du 1er avril, la plus belle des saisons pour découvrir les charmes désuets de Fresnay-sur-Sarthe. Un œil à présent sur les événements qui nous attendent la semaine prochaine. Une décision de justice attendue mercredi concernant l'accident mortel du belvédère de Saumur. En 2012, une jeune femme était morte après une chute de plusieurs mètres. Et l'an dernier, la justice avait prononcé le non-lieu, mais les parties civiles ont fait appel. Jeudi 8 mars, ce sera la journée de la femme et découverte du travail de Fia Ménard pour nous, jongleuse et performeuse nantaise, dont le destin transgenre fut un moteur de création. Enfin, samedi 10 mars, nous ne manquerons pas l'ouverture de la pêche qui compte en France plus d'1,5 million d'adeptes. Avant de refermer ce journal, nous allons guincher dans la Sarthe à Mulsanne où se tient chaque année le Festival national d'accordéon, presque un monument tant le succès paraît indémodable. Le reportage de Cécile Claveau et Willy Collin. Thierry Bignon vibre au son de l'accordéon. Après une pause, ce Sartois a repris le piano à bretelles il y a 5 ans et depuis, plus question pour lui de s'arrêter de jouer. J'avais pris des cours à l'âge de 8 ans, pendant 2 ans. J'avais abandonné l'instrument, puis j'ai retrouvé quelqu'un qui m'a donné le plaisir de jouer. Puis voilà, je suis reparti avec l'accordéon. On s'exprime avec ça, on fait sortir son cœur. Sur la piste, les notes emmènent les danseurs et parfois même depuis très longtemps. 50 ans de service. Les garçons qui ne savent pas danser vous invitent pour le slow, et puis après vous faites tapisserie. Et celui-là est revenu m'inviter à valser, alors vous voyez où ça mène, hein?
On aime beaucoup danser, même toutes les deux, c'est bien. Dans la salle, la cinquantaine et plus, mais l'instrument séduit aussi les jeunes. Pour Pierre-François, le piano à bretelles est indémodable. Comme ça a été un instrument populaire pendant des années, il a été mis un peu aux oubliettes, voilà, seulement un conflit de génération. Et aujourd'hui, on est content de le retrouver dans différents styles. Un festival qui dure depuis plus de 30 ans, preuve que la passion de l'accordéon est encore bien vivante. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information pour les Pays de la Loire, du monde et beaucoup d'émotions pour se souvenir des victimes de Xynthia, 8 ans après la tempête qui avait fait 29 morts à la Faute-sur-Mer. Dans l'actualité nationale à présent, les animaux rentrent à la ferme. C'est l'heure du bilan pour le Salon de l'Agriculture à Paris où cette année, plus de 672 000 visiteurs sont venus témoigner de leur attachement au terroir. Et puis les avalanches, un week-end meurtrier en montagne. 9 victimes au total après une série noire en cette fin de semaine. Aujourd'hui en Haute-Savoie, 2 skieurs ont perdu la vie. Un randonneur est toujours activement recherché. Des informations qui seront développées dans un tout petit instant et nous, on se quitte avec un bel arc-en-ciel au-dessus de la fête foraine qui vient d'ouvrir en centre-ville du Mans. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée dans les Pays de la Loire. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur